Les patients atteints d'un cancer savent que cette maladie chamboule bien plus que la santé, baisse de libido, problèmes mécaniques, transformation du corps. Le cancer et les traitements pour le combattre ont des effets directs sur la vie intime et sexuelle. Pourtant, les médecins en parlent très peu avec leurs patients, ils s'en plaignent. Une frilosité à la française qui culpabilise et les malades d'une part, mais aussi leurs proches. C'est pour ça que c'est important d'en parler sur notre plateau des maternelles. Et que la rédaction des maternelles y tenait. Et on va en parler avec Sébastien Landry. Bonjour Sébastien. Bonjour. Vous êtes psychosexologue, vous êtes spécialisé en oncosexologie. En fait, quand on est arrivé à ce sujet-là, c'est parce qu'on a eu la possibilité de lire aussi votre thèse en fait sur Internet. Et donc on a commencé à discuter. Et c'est comme ça qu'on en est arrivé là. Et on avait beaucoup de mamans qui nous disaient ne pas oser, comme le dit Sidonie. Et alors vous êtes justement à la tête d'ateliers de consultation d'oncosexologie à la Ligue, enfin, qui a été soutenue par la Ligue contre le cancer. C'est en Saône, en Sarthe. Hein, en Sarthe, ouais, et voilà, Maine-et-Loire. Ouais, et donc, vous venez de publier le livre « Quand le cancer bouleverse la vie intime et sexuelle ». Ça va être un pas de franchi important, je pense, ce matin. Alors, il y a votre consultation, il y a un congrès qui est dédié depuis 3 ans sur le sujet. Pourquoi c'est si important, Sébastien, de créer des structures spécifiques sur ce sujet pour les femmes en particulier ? Parce que déjà la sexualité c'est quand même quelque chose qui reste tabou, on en parle très peu. Le cancer il va venir bouleverser toute la qualité de vie, toute la vie du couple ou même une personne qui va être célibataire, son intimité va être bouleversée et en fait on se rend compte qu'on n'en parle pas tant que ça. Donc on va parler de tous les effets secondaires que peuvent avoir les patients pendant les traitements. Et sur l'intimité, on en parle peu et en fait les gens ils se retrouvent seuls face à ces problématiques. Pourquoi les médecins n'y vont pas? Parce qu'ils sont concentrés sur le médical? Parce ça les gêne? Déjà, ils ont beaucoup de travail au niveau médical. Ouais, de la santé. Voilà, les patients, il y en a beaucoup. Enfin, ils sont vraiment, il faut que le patient survive, c'est surtout ce qui les intéresse. Et puis après, en parler avec plusieurs oncologues, il faut dire qu'ils n'ont pas forcément aussi de formation sur le sujet. Donc ils savent qu'il y a des répercussions et puis c'est pas évident, ils ont peur de rentrer dans l'intimité de la personne, donc ça reste compliqué. Qui sont les personnes qui viennent vous voir? Plutôt des femmes, des hommes, des couples, des célibataires? Est-ce que vous avez le sentiment que tout le monde ose franchir votre porte? Tout le monde, je ne pense pas, c'est pas si simple que ça. Je pense autant d'hommes que de femmes, par contre. Il y a pas de, il y a vraiment, je suis surpris parce que dans les soins de support, tout ce qu'on appelle soins de support en cancérologie, qui accompagne le patient, on a souvent plus de femmes et là on se rend compte qu'on a pas mal d'hommes et plus souvent en couple. D'accord. À 2. Ouais. Ah. Quelle place pour la vie intime dans l'épreuve du cancer? Comment vivre son désir malgré les effets secondaires des traitements? Qu'en est-il du conjoint? Et puis après le cancer, comment va la sexualité? On va en parler avec nos invités, Elvire et Cédric. Merci beaucoup Jean-Didier Vincent. Je rappelle que vous expliquez le cerveau à votre petit-fils, mais pas que, à nous tous. Et c'est passionnant. Et vos fesses circulent. Merci de Et vos fesses circulent sur Internet. Ramenez vos fesses. À plus tard les amis. Bonjour Elvire, vous habitez Paris et vous êtes la maman de Clémence qui a 6 ans et demi aujourd'hui. Bonjour Elvire. Alors vous, c'est 8 mois après votre accouchement, vous aviez l'âge de 29 ans, qu'on vous a diagnostiqué un cancer du sein qui a été soigné. Et puis depuis 2 ans, vous êtes de nouveau en traitement parce qu'on a trouvé des traces de métastases au foie, sur les os, dans l'abdomen. Donc on va voir comment vous vivez tout ça aujourd'hui en tant que femme dans votre famille. Merci d'être là Elvire. Merci. Cédric, soyez le bienvenu sur le plateau des maternelles. Vous habitez à Gap, dans les Hautes-Alpes. Vous êtes le papa de Kim, qui a 4 ans, de Willow, 18 mois. Et il y a un peu plus d'1 an, on a diagnostiqué un cancer du sein à votre femme Emmanuelle. Et malgré la maladie, les traitements difficiles, vous avez su préserver votre vie intime et sexuelle. Vous allez nous raconter pourquoi c'était absolument important pour vous. Avant tout, comment va Emmanuelle aujourd'hui ? Très bien, donc elle a terminé les traitements lourds, j'ai envie de dire, parce qu'aujourd'hui elle est sur l'hormonothérapie. Mais voilà, depuis le 21 août de mémoire, fini la radiologie, fini les chimiothérapies, donc on a repris un cours normal de la vie. Merci d'être avec nous. Et de votre côté, Elvire, vous avez un sourire radieux. Comment vous vous sentez? Comment ça va?
Très bien, Ouais. toujours avec le bon moral. Ouais. C'est vraiment ça qui nous fait tenir aussi. Qui est déterminant. Voilà, Alors pour que la vous famille. êtes encore avec des traitements Traitements lourds, lourds, oui. Ouais, encore de la chimio, etc. Donc effectivement, derrière le premier cancer, vous avez eu chimio, radio, jusqu'à l'ablation. Oui. Comment vous avez vécu en tant que femme la transformation de votre corps? C'est difficile, hein, il faut se réapproprier cette nouvelle image de son corps quand, Ouais. quand on se regarde. Ouais. C'est vrai que les traitements nous donnent un nouveau corps. Hein, Ouais, il y a cheveux. l'aspect global, Voilà. ouais, sans les cheveux. Les seins, c'était une partie importante de vous-même dans le rapport Oui. à l'érotique, dans le rapport avec votre compagnon. Oui, heureusement il me reste un. Ouais. Et votre compagnon, comment il a réagi justement? Alors il m'a toujours beaucoup aidé et aimé malgré les transformations physiques. Donc ça, c'est vraiment un bel accompagnement qu'il m'a fait et heureusement qu'il était là pour me soutenir dans cette difficulté. Ouais. Et vous disiez que ce qui avait été important, c'était qu'ils vous le disent. Qu'est-ce qu'il vous a dit exactement et pourquoi ça vous a touché à ce point-là? Je t'aime comme tu es, je t'aime si tu n'as plus de cheveux, je t'aime si tu n'as qu'un seul sein, je t'aime pour qui tu es et peu importe les changements de ton corps. Ouais. Un super compagnon. Oui. Cédric, le témoignage d'Elvire fait écho à votre histoire personnelle. Votre femme Emmanuelle a elle aussi vécu des traitements très lourds, très difficiles pour combattre la maladie. Dès le diagnostic posé, Emmanuelle a commencé la chimio, la radiothérapie, une tumorescomie. Elle a perdu ses cheveux, elle a perdu ses sourcils, elle a perdu ses ongles. Comment vous avez vécu la transformation physique de votre femme? Alors c'est vrai que nous, c'est venu progressivement, bien sûr, comme je pense chez Elvire, mais quand on vit au quotidien à côté, on voit moins, on a l'habitude, c'est comme un enfant qui grandit, on le voit moins grandir vite. Et là, c'est par étapes, donc en fait, on a le temps de se préparer à chaque étape. Même si quand on regarde les photos maintenant, on se dit ah ouais quand même on voyait le foulard comme Elvire ou plus de sourcils ou en plus ma femme est très maquillage très coquette donc c'est vrai que voilà quand elle se levait le matin qu'il y avait plus de cils, plus de cheveux, en plus moi j'ai participé à la tonte des cheveux donc c'est vrai que mais c'était aussi un moyen de dire, voilà, ça me dérange pas, quoi. Donc, c'est moi qui vais tondre la tête, raser la tête. Ça veut dire, Cédric, que votre regard sur votre femme, sur Emmanuelle, n'a pas changé? Non. Votre désir pour elle Non. N'a pas changé? Non, parce que, déjà, je pense qu'on se marie avec quelqu'un pour la personne et non pas pour son physique. Enfin, je pense que si on va jusqu'au mariage, c'est qu'on va au-delà du physique. Donc, c'est vrai que le désir a toujours été intact. Là-dessus, donc c'est ce que je lui disais. Comme disait le mari d'Elvire, je t'aime pour ce que tu es, qu'on se marie pour le meilleur et pour le pire. Là, on fait un moment de pire, tant pis, quoi, on va affronter ça ensemble. Et, Sébastien Landry, comment on accepte ces changements, et pour la personne malade, et pour la personne qui l'accompagne? Alors ça, c'est très difficile, parce que souvent, là, c'est un beau témoignage, on voit bien que la personne qui accompagne accepte beaucoup de ces changements. Ce qui est difficile en fait à accepter, c'est pour le malade lui-même. Le corps, même si c'est par étapes, c'est quand même assez brutal. Les changements arrivent quand même relativement vite. On a du mal à se reconnaître dans le miroir. On a une fatigue. On a des douleurs qui apparaissent. Le moindre effort, tout de suite, ça demande, voilà, rien que marcher, c'est déjà un effort physique important. Donc, il va falloir être patient et surtout, ce qu'on fait généralement, c'est après les interventions, comme par exemple pour le cancer du sein, déjà pour accepter son corps, il va falloir accepter de se regarder et de toucher aussi les parties qui ont été retirées, les cicatrices. Ça va être extrêmement important pour pouvoir se réapproprier son corps. Et le regard de l'autre est important aussi. Oui, aussi, oui. Le regard du conjoint ou de la compagne. Oui, parce que moi je vois dans beaucoup de situations où, quand c'est une femme, par exemple sur un cancer du sein, on voit qu'après, la femme des fois n'accepte pas, vu qu'elle ne peut pas se regarder elle-même dans le miroir, elle ne va pas accepter que son mari la regarde. Donc on est dans de l'évitement dans des changements d'habitude. J'ai des patientes qui me disent maintenant, je me change dans la salle de bain dos au miroir. Il est hors de question que je me regarde tant que je ne suis pas maquillée, tant que j'ai pas mis ma perruque, que j'ai pas revêtu un t-shirt pour cacher le sein qui n'est plus. Donc tout ça, tant que ça c'est pas
approprié, accepté par la personne, c'est difficile de partager. Ça peut Ça doit, prendre du être, temps. ça doit être difficile à croire. Enfin, je veux dire, même s'il y a les mots du conjoint. Enfin, non Oui, c'est vous dites, il me fait plaisir en disant ça. Non, vous n'avez pas dit ça. Vous avez tout de suite adhéré. Vous avez douté. C'est difficile à croire et en même temps c'est important parce que pour s'en persuader, c'est important de l'entendre de l'autre. Quand même. Ouais, donc ça, c'est le message. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, il faut quand même le dire. Ah oui. Nous, c'est arrivé plusieurs fois. Je dis, mais si, t'es jolie, t'inquiète pas. Non, mais tu mens, tu me dis des bêtises. Regarde-moi, regarde la tête que j'ai. Vous êtes parvenu à la rassurer, Cédric? Ben, on essaye tant bien que mal, mais bon, après, c'est vrai que c'est important de l'entendre. Donc, nous, c'est important de le dire. Bien sûr. Alors, on espère que ça aide à y croire soi-même, mais voilà, il y a eu des jours où elle ne voulait pas l'entendre, hein, malgré ce qu'on pouvait dire. Justement, comment la maladie a impacté votre quotidien, tous les deux, votre vie à deux, Alors, votre vie intime? j'ai l'habitude de dire qu'on a essayé de vivre normalement, même avec la maladie, même si on vit au rythme des traitements, si on vit au rythme des séances, des rendez-vous chez le médecin, etc. Mais on a essayé de continuer à vivre comme on vivait avant d'apprendre la maladie. Donc moi je faisais du sport, j'ai repris le sport, même si j'avais arrêté quand on a appris. Mais Emmanuelle me suivait partout, elle m'a suivi quand même partout. Même, bon, après il y avait la fatigue, pardon. Comme le disait Sébastien, c'est vrai que le moindre effort, ça compliquait. Mais au lieu de prendre 2 heures, on n'en prenait qu'1 heure et demie ou qu'1 heure. Et vous faisiez l'amour comme avant? Oui. Ça n'a rien changé? Si, ça a changé un peu dans la fréquence, quand même, parce que les lendemains ou les 2 jours après la chimiothérapie, il y a la fatigue, il y a les douleurs, après il y a les piqûres pour les globules blancs, donc c'est aussi très douloureux. On le fait aussi différemment, voilà. On prend plus son temps, c'est peut-être plus sensuel, plus doux, on s'adapte en fait à la personne qui est malade. Quoi. Et Emmanuelle, qu'est-ce qu'elle ressentait? Est-ce que sa sexualité a changé, par exemple? Est-ce qu'elle avait moins de désir pour vous? Je pense qu'il y a eu plusieurs phases. Il y a eu alors peut-être pas de désir pour moi, mais de désir sexuel en général, où je pense qu'il y a vraiment une baisse de désir. Et après, il y a le côté désir, mais je n'ai pas la force, quoi. Physiquement, je pense que j'ai pas la force. Donc là, on prend son mal en patience et puis on verra demain ou après-demain. Vous en parliez facilement, tous les deux, ouais. Oui. C'était pas un sujet tabou? Je pense que non, c'était un peu notre force, la communication. Ça, donc en fait, voilà, on le faisait avant. Donc on a continué à le faire. Là, ce soir, non, j'ai pas envie, ou j'ai envie mais je peux pas. Donc voilà, faut l'accepter faut l'accepter et puis on. Sébastien Landry, pourquoi c'est important de continuer à faire l'amour quand on est malade? Faire l'amour, déjà, il faut vraiment bien définir, parce que dans beaucoup de têtes beaucoup de personnes, la sexualité, c'est la pénétration. Ouais. Donc, s'il n'y a pas de pénétration, il n'y a plus de sexualité, on ne fait plus l'amour. Ça, c'est pas vrai. C'est pas parce que, voilà, comme on le disait, on peut être fatigué à un moment, le corps ne suit pas, mais les caresses, la tendresse, tout ce partage à deux, il est extrêmement important si on veut garder une intimité dans le couple. Parce qu'on peut pas mettre entre parenthèses sa vie de couple pendant 6 mois, 1 an que les traitements vont durer, voire plus, et puis du jour au lendemain se dire « allez hop, maintenant on recommence ». Ça marche pas comme ça? Ça marche pas comme ça, il faut préserver une intimité dans le couple. Donc on fait l'amour quand on se caresse, quand on fait des préliminaires, quand on passe un moment à deux, ça fait partie de l'intimité, c'est extrêmement important. Après c'est vrai que les traitements, le problème c'est qu'on ne le dit pas assez, mais les traitements vont avoir un impact sur la libido. Alors quand elle est seulement diminuée, je dirais, ça va encore. Mais quand il y a un désintérêt total ou un dégoût, parce que ça c'est des choses que j'entends pour tout ce qui touche à la sexualité, là ça devient plus compliqué. Et ça se rattrape ça, ce dégoût? Oui. Ça se rattrape si déjà, c'est vrai que le dialogue dans le couple, c'est primordial. On n'en parle pas assez aux patients. On leur dit pas qu'il va y avoir des répercussions sur leur intimité. Donc les gens, ils découvrent ça chez eux. Ils sont complètement perdus. Et s'ils n'en parlent pas à leur partenaire, l'autre, qu'est-ce qu'il imagine? Est-ce qu'elle me trompe? Est-ce qu'elle a rencontré quelqu'un? Elle ne m'aime plus? Enfin voilà, vous avez toutes ces questions qui arrivent, qui en fait fait que le couple il s'éloigne tout doucement. C'est très délétère, quoi. Ouais, c'est important pour le conjoint aussi, évidemment, parce que c'est la structure du couple, c'est ça, c'est l'histoire à venir qui est en jeu. C'est dur pour le conjoint, parce que lui, il faut qu'il soit présent, fort. Il n'a pas le droit de craquer, parce qu'on est tous autour du malade, ce qui est normal. C'est normal, on s'inquiète de la santé de la personne. Mais lui, il a aussi des craintes. Il n'a pas envie de perdre la personne qu'il aime.
Des fois, il a envie de s'effondrer, mais il peut pas parce qu'il faut être présent. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est difficile. Et peut-être que le moment où lui, il est dans le désir sexuel, ça n'est pas le moment de l'autre. Et inversement, d'ailleurs, peut-être. Puis, il y a des peurs aussi, hein, la peur de faire mal. Parce que quand on voit son compagnon, sa compagne qui a ce corps si fragile, qui semble épuisé, on se dit mais on va lui faire mal. Donc il y a toutes ces peurs aussi qui vont des fois frustrer un petit peu le conjoint ou alors aussi diminuer sa libido. Alors après il y a les couples qui du coup n'ont plus de sexualité ou plus d'intimité. Et là, Nathalie, on parle de l'importance de faire l'amour pour le couple, mais il y a aussi, j'imagine, pour la santé. Alors c'est peut-être une question bête, mais est-ce que faire l'amour, c'est bon pour la maladie, pour lutter contre la maladie? C'est bon. Physiologiquement? Oui. Oui, il y a beaucoup de sécrétions hormonales qui sont intéressantes pour la santé. Puis la sexualité, c'est du plaisir. Donc tout ce qui est plaisant, c'est bon pour le moral. C'est une preuve d'amour vraiment dans le couple. On se sent soutenu. C'est important. Elvire, vous dites que ça fait du bien à la santé de faire l'amour. Pourquoi vous dites ça? Parce qu'on se sent aimé et d'avoir envie, c'est aussi dire qu'on est en vie. Ah oui, envie. Bien sûr, l'envie et l'envie. Un joli jeu de mots. Elvire, on reprend le fil de votre histoire un petit peu en arrière, parce que les médecins ont choisi de vous mettre sur ce qu'on appelle une ménopause chimique. Comment vous avez vécu cette nouvelle si jeune? Vous aviez 29 ans. Oui. Alors, mon cancer, en fait, est hormonodépendant. Et donc, c'est pour cette raison que les médecins ont décidé de me mettre en ménopause chimique. Et c'était pour mettre vraiment toutes les chances de notre côté pour optimiser en fait la guérison. En même temps, il y avait beaucoup d'effets secondaires. On vous a expliqué tout de suite, justement, par rapport à la sexualité, à l'autre, ce qui allait se passer, pardon? Oui, alors la ménopause chimique, c'est comme une ménopause classique, mais évidemment, à 29 ans, c'est vrai qu'on n'a pas envie. On n'a pas anticipé, on est en pleine fougue en général avec son compagnon. Et en même temps, en préparant le dossier, vous nous disiez que vous aviez eu comme une forme de soulagement. C'est-à-dire c'était quoi l'idée qu'il y a derrière ce soulagement? Alors déjà, en ménopause chimique, ça veut dire qu'on va être protégé, qu'on ne pourra pas avoir d'enfants, donc qu'on pourra quand même avoir des relations intimes. Et voilà, donc ça c'était un soulagement. Et puis voilà, de mettre toutes les chances de notre côté pour la guérison. Vous étiez allé plus loin en disant en même temps, sur le coup, c'est peut-être un moyen justement de ne pas avoir de relations. Oui, c'est vrai que ça permet aussi d'expliquer à son conjoint que le désir va être moins important dû à la ménopause chimique. D'accord. Peut-être vous retirez une pression, c'était ça l'idée quand vous parlez de soulagement? Oui. Retirer la pression de dire je ne vais pas répondre au désir de mon compagnon. Et alors donc au final, donc effectivement, concrètement, qu'est-ce que ça a changé pour vous et qu'est-ce que ça a changé dans votre relation? Vous avez diminué les rapports. En tant que femme, qu'est-ce que ça a fait? Alors, c'est vrai que c'est une nouvelle intimité qui s'installe. Comme disait Sébastien, beaucoup de caresses, beaucoup de douceur, beaucoup de communication orale et physique. Et c'est très beau, en fait, d'avoir ces moments de tendresse à deux. C'était quelque chose puisque vous disiez à la fois que vous ne ressentiez rien, mais c'était important pour vous. Pourquoi c'était important pour vous de maintenir la relation sexuelle avec votre compagnon? Déjà pour faire plaisir à mon mari, pour être à la hauteur de ses attentes, et puis pour se sentir quand même femme et accueillir justement son conjoint, la personne qu'on aime, et puis se sentir, en vie. Sentir en vie, donc le bénéfice dont parlait Sébastien. Vous avez participé, parce que vous avez, avec votre couple, justement, à des ateliers un peu différents de ce que propose Sébastien, qui est l'atelier de Noëlla Jarousse, qu'on connaît bien, au maternel Sidonie, qu'on reçoit. Elle a écrit ce livre formidable, il y a déjà quelques temps, qui s'appelle La volonté d'aimer. Et elle propose des ateliers carrément en couple, comportemental. Qu'est-ce que ça vous a apporté à vous? Déjà d'en parler avec un professionnel, d'avoir un rendez-vous uniquement sur la sexualité, c'est super parce que
on se prépare forcément un petit peu en couple à ce rendez-vous. La sexologue va mettre des mots très délicats, plein de tendresse. Et donc, on repart avec un petit peu des petites recettes qui vont nous aider à nous retrouver. Comment vous vous situez? Vous n'aviez pas envie, vous n'avez pas trop fait, vous n'aviez pas envie, mais vous êtes forcé. Il y a des moments où il y a eu de l'envie. Comment vous vous situez par rapport à cette palette de réactions? Je pense que nous, les femmes, déjà, on a moins envie en général que les hommes. Mais on se dit, allez, j'y vais. Et puis, en fait, on est contente. On est fière. Voilà. C'est-à-dire, vous êtes forcée un petit peu. Un petit peu, oui. Fière pour qui? Pour votre mari ou pour vous? Pour moi. Pour les deux, mais pour moi. Alors on est bien d'accord que ces ateliers vous ont aidé, mais avant, est-ce que c'était vous en parliez avec votre mari? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Pourquoi c'était compliqué? Ça se fait plutôt naturellement et du coup on met pas forcément des mots sur ce qu'on vit. Et c'est vrai que depuis la maladie, oui, on en parle un petit peu plus. Un peu plus. Il existe encore très peu de consultations consacrées à l'impact du cancer sur la sexualité. Pourtant, celles-ci permettent vraiment de dépasser les non-dits, de rassurer les couples. Lise David a pu le constater. Elle a accompagné Nancy et Martin lors de leur rendez-vous à l'Institut de cancérologie de Lorraine. Nancy et Martin forment un couple soudé. Il y a 1 an, Nancy apprenait qu'elle avait un cancer du sein. Aujourd'hui, ils ont rendez-vous à l'Institut de cancérologie de Lorraine pour une consultation en oncosexologie. Depuis sa mastectomie, Nancy a du mal à retrouver sa vie de femme. Est-ce qu'on arrive à réintégrer en tant que femme cette partie de notre corps comme quelque chose de sensuel, alors que pour moi ça l'est plus du tout? Oui, c'est plus ça. C'est-à-dire que vraiment, après l'opération, ça a quand même changé un peu les choses, forcément. Et où même tu me dis, moi, que ton sein qui reste, c'est plus une zone... Plus érogène. Moins érogène qu'avant. Et alors, du coup... moi, c'est-à-dire que quand je pense à celui-là, je pense surtout qu'il manque l'autre. Donc, est-ce que ça, c'est des choses qui évoluent? Est-ce que la reconstruction va améliorer ça ou pas du tout? C'est vrai que ça, c'est encore des questions qu'on a... Oui, moi je pense qu'il y a de grandes chances que ça évolue dans le bon sens, c'est même sûr. Vous êtes encore en plein traitement, donc je veux dire tous les jours on vous rappelle que vous avez un cancer, que vous êtes en plein traitement. Donc déjà rien que le temps va permettre un petit peu d'atténuer cette angoisse aussi, parce que c'est quand même un sujet d'angoisse, c'est une maladie sérieuse. Donc c'est quelque chose aussi qui pèse sur votre situation. J'ai eu du mal du coup à comprendre comment au fur et à mesure du temps qui passait, j'avais l'impression que, en tout cas de ce que tu exprimais, ton désir baissait pas. Et moi je comprenais pas comment c'était possible, quoi. Et je comprends toujours pas. Ce qui fait que tu peux encore me trouver belle, désirable. Est-ce que le fait qu'il vous trouve belle, désirable, est-ce que vous avez le sentiment que ça vous anime, que ça... je préfère ça plutôt que d'être rejetée, ça c'est sûr. Ça me fait plaisir, mais j'ai du mal à y croire en fait. J'ai pas eu l'impression d'avoir une perte d'envie de te câliner dans tous les sens du terme et de devoir faire un effort pour que ça revienne. Il n'y a pas cette question-là. Ton corps, comme il est, je l'aime toujours autant et voilà. Ça me fait plaisir après. Manifestement, Nancy est rassurée sur le désir de Martin. Et c'est bien là l'un des intérêts de ces consultations. Le fait de pouvoir s'entendre parler, le fait de pouvoir échanger entre deux avec un tiers, un médiateur qui va reprendre finalement, qui va reformuler, qui va faire écho par rapport aux paroles de l'un et de l'autre, ça va en ricochet faire comme un déclic. Ça a la vertu énormément de les rassurer, de savoir qu'ils sont tout à fait autorisés à parler de ces problèmes-là, qu'ils ne sont pas les seuls à les ressentir et qu'on va essayer de les aider pour les prendre en charge. C'est sûr que ça va aller mieux, c'est sûr que vous allez reprendre une vie équilibrée et épanouie. Pas tout à fait la même. Et pour aider Nancy à accepter son corps meurtri par le cancer, des entretiens avec la psychologue lui seront également prescrits. C'est
encourageant, en tout cas pour moi, et je me dis voilà, ça va évoluer, peut-être qu'effectivement je vais accepter la nouvelle image, puisque a priori la nouvelle image elle est déjà acceptée voilà, par Martin, et ça c'est chouette quand même. Elvire, vous avez retrouvé les consultations que vous avez eues? Oui, tout à fait. C'est l'état d'esprit. Et ça, vous avez entendu des choses de la part de votre mari allant dans le même sens? Et d'être en couple, déjà, c'est très important d'être en couple à ces consultations. D'accord. Pourquoi? D'avoir ce moment-là à deux, c'est quoi ce qui est si important? Pour que déjà le mari entende la baisse, oui, et puis la baisse de désir, que ce soit pas finalement un caprice de notre part, en fait, que ce soit vraiment que ce soit presque validé par le médecin. Par le médecin. Oui. Ça devrait être dit d'ailleurs aux consultations. À l'annonce de cette maladie, on devrait dire, quand on parle de la perte des cheveux, on parle de la fatigue qui va s'installer et on ne parle pas assez des répercussions sur l'intimité. On devrait pouvoir en parler. Nous d'ailleurs, on a eu le docteur qui a suivi Emmanuel, nous en a parlé tout de suite et du coup ça a écarté plein de questions qu'on n'avait plus à poser. Quoi. Et plein de douleurs et de souffrances. Et des doutes et des choses comme ça. Voilà. On a eu un médecin super qui nous parlait spontanément des choses. Bon, quand on avait des questions, on n'hésitait pas, mais c'est vrai d'avoir évoqué toutes ces questions d'entrée, eh ben, c'était des doutes en moins en fait. Voilà, c'était ça, on n'a plus à s'occuper de ça. Voilà, on sait qu'il y a des solutions s'il y a besoin. Et... D'accord. Déjà de dire les choses, ça aide énormément. C'est ça. Ça déculpabilise aussi. Oui, des deux côtés d'ailleurs, du couple. Vous nous avez confié avoir peur de la pénétration. Pourquoi? En fait, il y a une sécheresse vaginale qui s'installe. Et donc ça veut dire que c'était douloureux? On a peur d'avoir mal. Ouais. Et la sexologue qui me suit à l'hôpital nous a prescrit justement un gel qui permet d'adoucir un petit peu ces choses-là. Comment réagissait votre mari donc avant la prise en charge par la sexologue ou le médecin à cette effectivement incapacité et non-envie d'une pénétration? C'est vrai qu'il y avait de la douceur qui s'installait et d'autres choses. Dans l'intimité. Ça c'est quand vous avez évolué. Et qu'est-ce que vous aimeriez aujourd'hui dans votre relation, dans votre relation sexuelle avec votre compagnon? Continuer d'avoir envie et puis un bel épanouissement dans notre couple. Retrouver une forme de plaisir, de plaisir partagé. Oui. C'est encore une étape à franchir, ça. Ça prend du temps, parce qu'une chose est de le dire, une chose après est de le vivre. La peur de la pénétration, on l'a vu, c'est la douleur essentiellement? Beaucoup, les douleurs dues aux sécheresses vaginales. Forcément, la pénétration, c'est associé à quelque chose d'agréable, normalement, surtout quand on a connu une sexualité épanouie avant la maladie. Et là, tout d'un coup, ça devient un moment qui va être douloureux, ou pas forcément douloureux, mais où il y aura plus cette sensation de plaisir qu'on avait avant. Donc du coup, c'est un moment qui va être de plus en plus craint. Et comme on n'a pas envie d'avoir la pénétration, du coup, on ne va pas faire toute l'intimité va être enlevée, parce qu'on sait que si on se rapproche un peu de trop, ça va se terminer par un rapport sexuel avec pénétration. C'est pour ça que nous, on travaille beaucoup en sexo comme ça, on interdit un petit peu la pénétration à des moments, où en fait, comme ça, c'est des thérapies comportementales. Quand on a le couple, on leur dit, voilà, est-ce que le problème, c'est les douleurs, mais est-ce qu'on peut retrouver une intimité sans pénétration? Généralement, le couple accepte volontiers. Ah, ça crée une vraie liberté qui peut mener en douceur, éventuellement, à la pénétration. Voilà, qui viendra après. Mais du coup, parce que si on enlève ce qui est anxiogène, parce que si la femme a peur d'avoir mal, elle va pas pouvoir se libérer, pas pouvoir être présente dans son moment d'intimité, elle va penser qu'à ça. Donc du coup, là, en retirant la pénétration, on apaise, on est calme, et puis on passe un moment très agréable et de jouissance. Sébastien, est-ce que vous partagez aussi l'idée, et peut-être vous aussi, Élise, vous allez nous le dire, d'Élise Ricard dans son livre Après le cancer, un féminin à reconstruire, elle explique aussi que pour la femme c'est un peu compliqué, puisque là on parle des femmes, mais parce que le corps est envahi par la médecine.
Et on a l'impression que notre corps est livré à la médecine. Un corps de soins. Voilà. Est-ce que ça, c'est lié aussi à cette... Est-ce que ça induit justement une peur de la pénétration, en avoir ras-le-bol d'être envahi par le médical et que là, on ne peut plus, quoi? Mais en fait, il y a même la peur du... Enfin, on ne supporte plus le contact, d'être touché. Il y a certaines personnes qui vont expliquer qu'à chaque fois qu'ils ont été touchés, ça leur rappelle des soins. Donc, il y a plus et le corps n'est plus érotique. Il faut retrouver la fonction érotique du corps pour pouvoir avoir une sexualité qui va être épanouie. Parce qu'il y a un ras-le-bol, l'intimité, tout le temps déshabillé, ausculté. Comment on fait pour retrouver c'est très difficile. Cet aspect érotique du corps, parce que ça semble... Il faut retrouver déjà confiance en soi. Il faut vraiment travailler sur la confiance en soi, sur l'acceptation de son nouveau corps, avec ce corps qui a changé. Donc il y a tout un travail thérapeutique à faire derrière. Et puis, seul, mais aussi à deux. Il y a d'abord le malade à prendre en compte, vraiment dans ces difficultés-là. Mais après, il y a le couple autour. Là, ça aide vraiment. Ça prenne du temps ? Oui, il faut accepter que ça prenne du temps. Certaines femmes nous ont confié, c'est pas le cas là, parce que apparemment vous êtes des couples forts, vous essayez d'avancer ensemble, qu'elles avaient vécu beaucoup de divorces derrière la maladie. Qu'est-ce que ça dit? Est-ce que ça dit que la difficulté sexuelle existait avant? Qu'est-ce que ça dit? Apparemment, c'est un constat partagé, le divorce derrière la maladie. Mais il y a plusieurs choses. C'est vrai qu'il y a tout ce qui est antérieur à la maladie. Des fois, on a des couples qui étaient déjà, ça n'allait pas très très bien avant. Donc le cancer vient vient complètement déséquilibrer ça. Et après, on a aussi les non-dits. Quand un couple dialogue, il n'y a pas de problématique particulière, on va ensemble, ils vont trouver, des fois même seuls, ils n'ont pas forcément besoin d'une aide extérieure, des fois ils en ont besoin d'une aide extérieure, mais ils vont pouvoir reconstruire une intimité. S'il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas d'échange, et que le corps médical, personne n'a parlé de ces effets secondaires-là, le malade, enfin l'ancien malade, quand il est après en rémission, lui ne comprend pas ce qui lui arrive, n'en parle pas, et l'autre il imagine plein de choses. Est-ce que il ou elle me trompe? Est-ce qu'elle ne m'aime plus? Enfin, il y a plein de questions en fait qui vont venir, et puis le couple va tranquillement s'éloigner, plus d'intimité, plus de contact, puis après les couples se séparent. On est sûrement aussi une nouvelle personne. On se découvre ancienne malade, mais sûrement aussi une nouvelle personne. Donc si on n'a pas fait le chemin à deux... Cédric, c'est votre expérience aussi, parce qu'Emmanuel va beaucoup mieux, ses traitements sont terminés, il y a les effets secondaires qui s'amenuisent, et pourtant vous nous avez confié que vous étiez dans une période de reséduction. C'est ça. Pourquoi? Nous, on n'avait pas de problème avant, donc voilà. Mais n'empêche qu'il y a eu la maladie. Donc il y a eu le changement du corps, tout ce qu'on a vu. Et c'est vrai que il semblait nécessaire de repasser par cette phase-là, de dire, alors nous, l'homme, c'est vrai qu'on n'a pas eu de changement, à part peut-être des traits de fatigue parce qu'on est crevé. Voilà, mais c'est vrai que la femme, en perdant ses cils, ses sourcils, des fois avec la chimiothérapie, on prend du poids, etc. C'est progressivement, Emmanuel, par exemple, s'est remis au sport progressivement pour commencer à perdre ce qu'elle avait pris en plus. Et puis le maquillage, voilà, d'essayer de replaire à son mari, mais inversement, il faut aussi que nous, Et vous, c'est quoi votre job alors? Il faut lui replaire. Le problème, c'est que on essaie de faire comme d'habitude, mais surtout, je pense qu'il faut essayer de retrouver une vie de couple vraiment, quoi. Donc nous, on a eu la chance de pas trop la perdre. Je veux dire, par exemple, avant la maladie, on essayait d'avoir des moments tous les deux en laissant les enfants chez les grands-parents. On a continué à le faire pendant la maladie et on continue à le faire maintenant. C'est important de se retrouver. Vous aussi. C'est important de se retrouver, passer du temps à deux, même si on est crevé, même si c'est pour dormir, mais s'endormir ensemble devant une série, devant un film. Cédric, est-ce que je peux oser quelque chose? Est-ce que, selon vous, il y a eu du gain derrière cette maladie dans votre couple? Forcément. Je pense que vous disiez tout à l'heure, on devient différent. On appréhende la vie d'une autre façon, que ce soit pour le malade, mais aussi pour le conjoint. On le dit souvent, nous, on s'arrête plus sur des broutilles, quoi. Voilà, on vit l'essentiel. On vit l'essentiel, et puis on prend ce qu'il y a à prendre, et puis on s'est écarté, par exemple, de choses qui étaient négatives au début de la maladie. C'est-à-dire que, j'ai pas de nom en tête, et je veux montrer personne du doigt, mais si on pouvait entendre « Ah bon, mais comment tu vas faire? Mais moi je pourrais pas, t'imagines ce qui peut t'arriver si tu meurs ?»
Non, mais écoute, tu oublies mon numéro de téléphone, si c'est pour me dire des choses comme ça, on n'a pas besoin de... On n'a pas besoin. Et aujourd'hui, ben, en fait, les gens qui nous ont vraiment accompagnés, on s'est rendu compte que c'était les vrais amis, quoi, les vraies personnes. Et du coup, ils sont toujours là. Et on essaye de vivre plus longtemps avec eux, plus souvent avec eux aussi, avec la famille aussi. Parce que là, ça crée des liens finalement. Aller à l'essentiel. Voilà, c'est ça, aller à l'essentiel. Merci beaucoup Olivia, merci Cédric, merci pour votre confiance et votre sincérité, merci pour vos témoignages. Merci Sébastien Landry. Et puis on remercie aussi Émilie Graal qui a préparé ce dossier.